Bonsoir à tous et bienvenue. Changement de décor, mais aussi changement de pays, du moins provisoirement, ce n'est qu'une affaire de quelques jours. Je suis actuellement en Floride, à Miami, pour les besoins de mon prochain ouvrage. Après une semaine à arpenter la Colombie et encore une dizaine de jours entre l'Argentine et l'intérieur ou le littoral uruguayen, ça a été assez mouvementé et j'espère que ça vous plaira tout ce qu'on va publier bientôt. Pour le reste, cette ville, Miami, elle reste quand même symbolique pour une famille qui malheureusement a fait l'actualité ces derniers jours, c'est celle de Falcao, puisque son papa, Radamel Enrique Garcia King, est malheureusement décédé la semaine passée d'un infarctus alors qu'il jouait un match de tennis, et malheureusement, en arrivant à l'hôpital, il n'a pas pu être réanimé. Il est mort dans sa ville de naissance, Santa Marta, dans laquelle il s'était retiré depuis quelques années. Comme je vous le dis, je porte le maillot de Santa Marta, une ville dans laquelle j'ai passé plusieurs jours. Ville assez spéciale, proche de la frontière vénézuélienne, ville côtière située à côté du merveilleux parc naturel de Tayrona, qui est peut-être le joyau au final de la Colombie, qui a une nature absolument brutale, sauvage et splendide. Splendide entre ses montagnes, ses bosquets et tout. Et à côté de Santa Marta, vous avez également un trek spécial, celui de Ciudad Perdida, peut-être que vous connaissez, dans la zone de Minca, dont je ramène ce t-shirt. Et donc, je suis arrivé juste après les obsèques, et ça a été un peu bizarre pour moi, parce qu'en fait, le papa de Falcao, Radamel Garcia King, que je le connaissais, on entretenait une correspondance depuis un petit moment quand même, on avait parlé encore il y a quelques semaines, et il me disait, si tu viens vers chez moi, je t'invite à l'arroz con coco. Alors, à l'arroz con coco, c'est le riz avec donc sauce noix de coco, etc. C'est le plat typique de Santa Marta et de la côte de Magdalena. Et donc on parlait, ça fait un moment qu'on échangeait, j'ai fait une interview de lui il y a à peu près un an, parce que j'ai beaucoup travaillé autour de Radamel Falcao. Alors je ne ferai pas de livre autour de lui, parce que ça n'a peut-être pas forcément d'intérêt, ce sera perte, hein, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a aucun éditeur qui prendrait ça, ce que je peux comprendre tout à fait, mais je pense insérer tout le travail que j'ai fait autour de Falcao, c'est-à-dire j'ai quand même interrogé 30 à 40 personnes qui le connaissent, ce sera dans une autre forme, j'ai déjà une petite idée. Et bref, je me rappelle de la première discussion que j'avais avec son papa, et on avait parlé en fait politique, c'était très marrant parce qu'il me disait mais vous les Français je comprends pas. Et la dernière fois je regarde la télé, je vois le match à Marseille, il y a la bannière du Che Guevara. Il me dit mais depuis quand la France c'est un pays socialiste? Et il rigole, il me dit non, mais il me dit après chacun peut avoir ses croyants, je sais que voilà, mais il me dit bon, à chaque fois que je vais en France, j'ai pas l'impression que c'est un pays qui comprend ce que ça veut dire Che Guevara derrière l'image commerciale et tout. Et en fait à chaque fois que je parle avec lui, ça finissait toujours sur un débat philosophique, et c'était quelqu'un vraiment de très intelligent, blagueur aussi, un peu sa réputation d'ailleurs en Colombie, et c'était toujours enrichissant, très humble. C'est quelqu'un qui répondait à tous les journalistes, notamment les petits, c'est-à-dire les petites radios de Colombie, les petits journaux, etc. Il le faisait tout le temps, et alors des fois ça jouait d'ailleurs un peu des tours à son fils, parce qu'il a un bien pendu quand même, c'est quelqu'un, je pense qu'il s'en foutait, tu vois. Il parlait librement et j'aimais beaucoup. Et notamment, il parlait beaucoup aux journaux de ce club-là, de cette ville-là, Tolima. Alors ça, c'est un monococo, comme on dit. J'ai ramené ça d'une ville, petit village et un parc avec une grande cascade après le parc de Tayrona. Et donc ça, c'est le logo du club dans lequel Radamel a joué, comme il a joué ici. Il a également joué au Venezuela. Et en fait, donc son fils Falcao, qui s'appelle également Radamel, donc il est né à Santa Marta, mais il n'a passé que 4 ans à Santa Marta. Il a ensuite suivi son papa, qui est donc un joueur professionnel, qui était un défenseur du Romal, sélectionné une fois pour la Colombie, et qui a joué notamment une grande partie de sa carrière au Venezuela, où il a gardé une attache très très forte et un grand amour pour ce pays. Et en même temps, quand tu viens de Santa Marta, quand tu vois la situation d'aujourd'hui, que je vais vous expliquer après, ouais, c'est pas dire que c'est cousin, mais il n'est pas loin quelque part. Et donc en fait, Falcao a émigré donc au Venezuela avec son papa, forcément, vu qu'il jouait là-bas. Et donc c'est là où il a commencé réellement à jouer au football, même si déjà, quand ils étaient à Tolima, il avait 6 ans à peu près. Et déjà, le truc de Falcao, c'était de sortir avec la mascotte du club, etc. Et au Venezuela, par contre, il s'est mis au foot et surtout au baseball, qui était notamment à cette époque-là le sport numéro 1. Là aujourd'hui, c'est quand même en train de s'équilibrer. Je rappelle l'importance du baseball sur la Caraïbe, et c'est vrai que voilà, le Venezuela forcément donne sur la mer des Caraïbes, etc., l'influence américaine qu'il y a eu depuis plus d'un siècle. Et donc il jouait, il paraît-il qu'il était même très très bon au baseball, et en fait c'est quand le papa de Falcao va retourner en Colombie et finalement la famille va s'installer à Bogota, la capitale, c'est là où il va complètement se mettre au football et donc jouer en pointe, entraîné par son père, qui en fait toujours à chaque fois lui faisait faire du surplus d'entraînement, etc. Il a été rapidement surclassé. D'ailleurs,
naît rapidement des doutes sur son âge, et donc ce qui fait qu'à chaque fois il avait son certificat de naissance. J'ai le certificat de naissance d'ailleurs de Falcao, c'est bien son âge. Et visiblement il n'est pas fake, parce qu'il faut quand même être réaliste. Pour l'avoir vécu de première main, pour avoir été racketté par un flic à Santa Marta, la Colombie est d'une corruption inimaginable. Enfin, tu me diras, il y a plein de pays en Amérique du Sud, tu vas dans le monde entier. Mais là-bas, ouais, j'ai fait quelques autres pays, la Chine, la Corée du Nord, l'Argentine, l'Uruguay. Franchement, c'était flippant. La corruption, c'était un truc de fou. Mais bref, en tout cas, le certificat était authentifié. C'était bien son âge. Et en fait, Falcao, il brillait notamment avec la sélection jeune de Bogota, depuis les moins de 10 ans, qui était dirigée par Guillermo Villarreal et le profé André Celis, que je connais bien. Et en fait, il y avait également Abel Aguilar, c'est quand même assez marrant. Ils étaient pris dans la sélection de Bogota des moins de 10 ans. Et Falcao, c'était un artiste. C'était un mec absolument incroyable, il faisait la différence tout le temps. Et en fait, il le doit beaucoup à son père, qui était ultra exigeant avec lui. Et même un peu sa maman, qui des fois essayait un peu de calmer et tout. Mais je vais vous donner une anecdote sur Falcao. Il avait 3-4 ans, donc c'était à Santa Marta, sa ville de naissance, où il n'a pas forcément beaucoup de repères. Et il a de la tâche, forcément, mais moins que son père. Son père est né là-bas, il est malheureusement mort là-bas. Falcao, c'est plus un enfant de Bogota et du Venezuela, quelque part. Bon, bref. Il avait 3 ou 4 ans, en fait, il y avait une espèce de course d'athlétisme. Et donc, il l'a fait, il termine deuxième. Et quand il rentre à la maison, sa mère lui dit alors. Et lui dit, je l'ai gagné. Et puis, en fait, pour aller à la course, il y avait quelqu'un du quartier un petit peu plus âgé, tu vois, qui avait 10-12 ans, qui fait non, t'as pas gagné, t'as terminé deuxième. Et Falcao s'est mis à pleurer. Et donc, le garçon qui l'accompagnait lui a dit, mais t'as perdu. Il n'y a que le premier qui gagne, tous les autres, ils perdent. Et ce qui fait que son père lui disait toujours ça, après. Et que le premier qui gagne, tous les autres, ils ont perdu. Donc Falcao, voilà, depuis très jeune, a gagné cette mentalité de grand compétiteur. Il a été surclassé très rapidement, comme je vous le disais. Et en fait, son papa, quand il était à Bogota, pour que la famille puisse survivre, parce que c'était une famille assez modeste, même s'il a eu une belle carrière de joueur professionnel, on est également dans les pires années de la Colombie, quelque part, les années 80, 90, c'est très compliqué, je vais pas y revenir. Encore Bogota un petit peu moins que certaines villes, mais enfin quand même, c'était un peu le chaos. Et ben en fait, il était également chauffeur de taxi occasionnel, le papa de Falcao. Et il connaissait quelqu'un qui s'appelle Silvano Espíndola, qui est un joueur argentin, qui est également pasteur, qui avait le projet de former une grande académie de football, et notamment également pour les jeunes, afin de leur donner certaines valeurs. C'est-à-dire que quand tu jouais dans son académie, tu ne pouvais pas parler avec l'arbitre. Et si tu disais un gros mot, tu pouvais être puni de match, etc. Il y avait l'accent qui était beaucoup mis sur les études, évidemment la foi. Et en fait, ça représente une partie de la Colombie, cette Colombie pieuse, qu'on a tendance des fois à oublier au profit de certains excentriques et d'autres, ou que sais-je encore. Et ben en fait, Falcao et la famille, c'est vraiment ça. La maman était déjà dans cette foi chrétienne. Et donc, en fait, il avait le choix pour aller dans des clubs plus prestigieux, mais ils sont allés dans cette académie-là qu'on appelle l'académie Fair Play, ça porte son nom à Bogota, qui en fait, ensuite est devenue, a plus ou moins fusionné, mais pas vraiment fusionné, en fait, a pris la licence d'un club qui était en perdition, qui était un club à Tunja, qui s'appelait Lanceros Boyacá. Tunja, c'est un peu dans les montagnes, à 1 heure et demie de Bogota. Et en fait, ce club-là était en deuxième division. Tant et si bien qu'en fait, il y avait l'académie à Bogota, s'entraîne à Bogota, et les week-ends, il y avait l'équipe senior qui jouait en deuxième division colombienne, où c'était rock'n'roll. C'était professionnel que dans le nom. Et donc, en fait, c'est là où il y avait un entraîneur également très important pour Falcao, qui s'appelle Hernan Pacheco, qui était un ami du papa. Et pour bien connaître Hernan, il me disait toujours que le papa, c'était le blagueur. Alors, il disait que c'était marrant parce que sur le terrain, il faisait blaguer personne. Sur le terrain, c'était un boucher. C'était vraiment un boucher. Et clairement, il y avait une grande violence à l'époque dans le jeu colombien, dans la deuxième division. J'ai pas l'expérience pour dire si c'est toujours le cas, mais vraiment, avec des pelouses, des fois il y a des bouts de verre, des trous, etc. Et pour donner une indication des moyens qu'il y avait, cette académie de Fair Play s'entraînait dans certains parcs à Bogota, et notamment un parc dans le nord de Bogota où habitait Falcao. Et en fait, ce parc-là, il l'avait renommé le Maracana. Et en fait, le Maracana, il y avait plus de pierres et de trous et de bouts de verre et de merde de chien qu'autre chose. Et le problème, c'est que c'était un parc qui était en plein dans la ville, qui n'était pas très grand. Quand le ballon il partait, il sortait des limites, et ben en fait, il allait directement dans la rue. Donc, des fois, ils ont, entre guillemets, ça allait sur les bagnoles et tout. Et en fait, ils ont grandi là-dedans, tu vois, vraiment dans une difficulté terrible. Donc, forcément, il y avait une technique sur les petits espaces incroyable. C'était encore pire que le Potrero. Et en fait, Falcao, quand il avait 13 ans, il a été monté en équipe première de Lanceros Boyacá. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une pré-saison, il manque énormément de joueurs. Et l'entraîneur, Hernan Pacheco, il avait déjà un œil sur lui parce qu'il marquait quantité de buts. C'était le buteur qui a le plus marqué dans les divisions jeunes de Bogota. Ça a été, il y a un statisticien des matchs jeunes en Colombie, j'ai perdu son nom, qui a cumulé ça, je pourrais vous mettre l'article en ligne. Donc en fait, il monte et rapidement, les mecs, il y avait un bon groupe quand même, mais les mecs disaient qu'est-ce que c'est que ce gamin, tu vois, parce que même s'il était bien développé physiquement, c'était un gamin. Mec, grande maturité, très très calme. Alors ils l'ont monté avec une autre personne qu'on appelle El Choco, quasiment un des meilleurs amis de Falcao, qui est en fait un gardien. Et moi, comme un con, au début, je comprenais pas pourquoi tout le monde me disait ah, tu parles à Choco. Et moi, le Choco, pour moi, c'est une sorte de calamar, ce qu'on fait en Andalousie, notamment à Huelva.
Et en fait, ils l'ont appelé le Choco, pas pour le calamar, mais tout simplement parce qu'il est un peu noir. Et c'est-à-dire que moi, quand je l'ai au téléphone, il me dit arrête, appelle-moi Choco. Ça a été un début, mais je dis bon, quand même, c'est Choco chocolat, quoi. Mais bon, c'est des différences culturelles et lui-même, tout le monde l'appelle comme ça. Hein. Et donc, en fait, c'était le grand ami de Falcao, donc ils sont montés ensemble, il était gardien, donc Falcao était attaquant. Et donc, il va jouer quelques matchs en deuxième division à même pas 14 ans, c'est donc le plus jeune joueur de l'histoire du football professionnel colombien, il marquera même un but un jour. Et en fait, ce qui impressionnait beaucoup ses équipiers, c'est que les mecs en face lui donnaient. Ils le ciblaient, vu que c'était un gamin, il lui mettait vraiment des gros coups de latte, notamment son premier match. Donc, il rentre, il reste 20 minutes. Et là, au bout de la première action, il fait un contrôle orienté et le mec le sèche, mais complètement. En lui disant pas mal de choses, notamment des insultes, en lui disant que forcément c'est marica, donc une pédale quoi, ou goyava, comme on dit en Colombie. Enfin bref, ce genre d'amabilité. Et vraiment, il lui a mis un coup énorme. Falcao s'est levé direct, il a rien dit, il allé se placer. Et deuxième action, pareil. Il dit rien, il va se placer. Et sur le terrain, il y avait plusieurs joueurs que j'ai interrogé également. Il y en a, il m'a dit, un joueur en face, il dit mais le gamin, il dit rien, il nous a calmé quoi. Et donc il était très calme parce que justement, c'est les vertus qu'il a un peu apprises quand il était enfant. Et également le goût de l'étude. Au début, c'était pas trop le cas, sa maman insistait beaucoup. Tant et si bien que cette anecdote est connue, mais quand il l'a signé ensuite à River Plate, et il a intégré l'université également de journalisme de Buenos Aires. Alors il n'a pas vraiment pu trop continuer parce qu'il a commencé à exploser à River. Mais donc c'est quelqu'un qui a un certain goût pour l'intellect, comme son papa qui avait un grand goût pour la lecture également, sa maman. Et voilà. Et en fait, je voulais faire cette vidéo pour rendre un hommage évidemment au papa qui était quelqu'un, sur les échanges que j'ai eus, toujours aimable, toujours amoureux du football. Et en fait, il a donné à son fils les bases, c'est-à-dire l'exigence, le dépassement de soi, et il lui a rien régalé. Même quand il entraînait son fils devait en faire 2 fois plus que les autres. Donc il y en a beaucoup qui ont dit oui, ils ont monté le fils parce qu'il y avait donc son père en entraîneur en équipe de jeunes. Non, c'est parce qu'il avait un énorme talent. À l'époque, tout le monde te disait qu'il c'était vraiment un technicien. Il redescendait très bas, des fois il était un peu 9,5, il faisait tout tourner, il allait très vite. Le problème c'est qu'il n'a pas arrêté de se blesser, même jeune, notamment à River où il a eu 2 très graves blessures, dont une qui lui a quasiment causé une dépression. Et il a fallu le grand soutien de la cellule psychologique, notamment de River Plate pour les jeunes à l'époque, incarnée par Cynthia Liguer, qui était donc une des psychologues spécialement pour les jeunes. Et en fait, cette cellule d'appui psychologique qui a été mise en place à River a été faite par un profé, comme on dit. Donc les profés, c'est un peu les entraîneurs en Amérique du Sud, les formateurs. Ruben Rossi, qui est un des plus grands formateurs argentins, qui avait cette idée de psychologie, d'intellect, etc. Même lui me disait que quand justement Falcao devait donner des discours, c'est-à-dire, il faut imaginer à River Plate, à l'époque, on avait 16 ou 17 ans, il les emmenait parfois dans des quartiers très pauvres, dans des comedors, j'allais dire, je parle espagnol, putain. Dans on va dire des lieux où il y avait des repas donnés à des gens qui n'avaient pas trop de moyens, des jeunes en difficulté dans les écoles, etc. Et en fait, les jeunes de River Plate devaient parler, devaient faire un discours justement. Et lui, toujours, c'était quasiment lui qui faisait les meilleurs discours, quoi. Toujours avec une grande politesse, toujours en remerciant d'eux, gracias a Dios, comme plein d'autres Colombiens en fait. Il est comme ça. Et son père aussi était ainsi. Donc voilà, je voulais rendre ce petit hommage là parce que aussi son père, même si des fois il parlait peut-être un peu trop pour certains, on va dire aujourd'hui la parole est tellement contrôlée que forcément Radamel, et des fois il est tendance à trop parler. Mais toujours c'était quelqu'un qui a donné l'exemple, c'est-à-dire son fils, il lui a tout appris. Exigence, professionnalisme, dépassement de soi, travail. Prends soin de ton corps, jamais boire d'alcool, faire attention à tout. Et en fait, pourquoi je tourne aussi cette vidéo à Miami ? Parce que quand Falcao rentre en Colombie, il ne peut pas sortir. C'est-à-dire qu'il a chez lui, à Bogota, une maison, il a des perruques, des fausses lunettes, des casquettes, etc. Parce que quand il veut sortir notamment au cinéma avec sa femme, parce qu'il est féru de cinéma, il ne peut pas. Il se fait arrêter. C'est incroyable. Quand Monaco fait la tournée, ils sont allés en Colombie, les gens du club l'ont vu. C'était incroyable. C'est inimaginable. C'est comme quand Rames rentre en Colombie. Ils peuvent pas vraiment sortir. Donc en fait, souvent il allait à Miami parce que son ami, El Choco, vit à Miami. Et notamment avec son papa, et où ils faisaient plein de choses, etc. Parce que Falcao, c'est quelqu'un de très tranquille. C'est vraiment la famille, la religion, et le foot évidemment. D'autres choses, il y a le baseball qui était évidemment sa passion. Hérité donc forcément de ses années au Venezuela avec son papa. Bref, j'en ai assez dit, je crois. Vive l'Union de Magdalena, bien entendu. Paix évidemment à son âme. Mes condoléances encore pour cette famille. Et pourquoi, si je m'intéresse autant à Falcao, c'est parce que dans ce milieu-là, il n'y a pas beaucoup de gens, je trouve, authentiques, des joueurs qui vraiment ont une personnalité un peu à part. C'est pour ça qu'un mec comme Cavani aussi, ça m'intéressait. Et de voir un entourage où les mecs, ils s'en foutent, ils parlent librement, ils sont pas là dans le calcul, jamais ils m'ont dit pourquoi tu fais ça. Non. Qui valorisent le travail
ça m'a toujours intéressé en fait. Et c'est vrai qu'on a tendance, quand tu écoutes Falcao en interview, c'est un robinet d'eau tiède, c'est pas son truc. Hein. Mais quand tu commences un peu à creuser, tu te rends compte. Et ces premières années qu'il a eu en Colombie, comme je vous dis, avec Lanceros Boyaca, c'est une histoire incroyable. Ils avaient un bus qui arrêtait pas de péter. Et en plus, en Colombie, alors j'ai perdu le nom de cette autoroute, mais il y a beaucoup de légendes, parce qu'il y a beaucoup d'accidents et de morts là-bas. Et un jour, ils font un déplacement, je terminerai là-dessus. Et en gros, le bus, il pète 2 fois. Faut imaginer que dans le bus, tu as 2 gamins de 13-14 ans qui vont aller jouer chez des bouchers. Et que donc bon, quand tu peux faire le trajet, c'était très très loin de Bogota. Donc ils arrivent à la nuit tombée là où ils doivent jouer, sans avoir rien mangé quasiment et tout. Et en fait, il n'y a pas d'hôtel. Donc en fait, un mec appelle, il se débrouille avec le téléphone local, enfin tu vois. Et il trouve une grange plus ou moins inhabitée. Et donc les joueurs ont dormi dans la grange. Ceux qui ont préparé le repas, c'était les mères des joueurs, les femmes des joueurs, etc. Ils ont joué ce match-là, enfin qu'on rentre d'ailleurs, 0-0 tout le match, ils tiennent le nul super, et puis rentre un Escobar, quand même, il faut le faire, qui marque à la 93e minute. Et après tu dois te retaper tout le retour, etc. Lui, le lundi matin, il est allé à l'école, bref, c'est des histoires humaines. C'est des histoires humaines, ce qui a connu son papa, ce qui a connu plein de choses, c'est voilà, ce que j'essaie aussi un peu de partager. Donc voilà, j'en ai trop dit, vive l'Union de Magdalena, évidemment, que viva Colombia et Puta, et reposez bien en paix, Monsieur Radamel Enrique Garcia King.